Nous, Nouvelle-Élande, nous allons insister sur le fait que les provinces doivent collecter la recette qui relève de leurs compétences. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Allez à l'hôtel de ville, ils doivent mobiliser 100 ou 150 millions de dollars comme recette de vignettes, recette d'impôts fonciers, recette d'impôts sur les revenus locaux, ils ne collectent que 20 ou 30%. L'hôtel de ville se plaint plus de ce que la rétrocession n'est pas faite, alors qu'elle est faite parce que c'est l'État qui paye les enseignants de la ville. C'est l'hôtel de ville qui devait payer si on le rétrocède cet argent. Mais l'État le paye, tout va là-bas. La province, au lieu de se plaindre de ça, il faut qu'elle se plaigne, mais pas seulement de ça, elle doit se plaindre d'elle-même, de fait qu'elle ne collecte que 20% de l'argent qui aurait pu lui permettre de commencer à payer les salaires des ministres, au lieu de nicher, de commencer à payer les députés. Donc il y a un double débat à organiser pour que les provinces aient une certaine survie, sinon c'est des cimetières. Mais elles attribuent cette situation au pouvoir central et elles oublient les propres responsabilités parce qu'il n'y a aucun mécanisme de contrôle de la part des gens d'en haut, moins encore des gens d'en bas. Nous, Nouvelle-Élande, on doit faire la différence dans la compréhension de cette question. Pouvez-vous expliquer, malgré les dimensions que vous avez, plus que le Burundi, Rwanda, vous n'êtes pas capable de mobiliser même $1 milliard? Donc cet argent payé aux enseignants ne devait pas sortir du compte du gouvernement central. Devrait être d'abord dans le compte des FDI. Parce que la loi qu'il a fait voter lui-même dit que leurs comptes sont différents. C'est le combat que j'ai eu avec le gouverneur Katoum. Il dit, je rétrocède, voilà ce que je fais de dire. Je ne dis pas non. Sauf que la loi dit que les comptes sont différents. Pour dire que M. Katumbi est dans le tort. L'évaluation, c'est de constater que nous avons des dirigeants, premièrement, qui ne reflètent pas la volonté du peuple. Les dirigeants qui actuellement dirigent notre pays, ils sont là contre la volonté du souverain primaire. Et malheureusement, puisqu'ils y sont, ils sont là sans la volonté du souverain primaire, ils gèrent sans avoir en tête la volonté ou le besoin de ce peuple, ce qui justifie la situation calamiteuse. Azali naturellement candidat na biso na présidentielle pour la maponami okoya na mikolo mizali koya ku. À condition d'obtenir qu'on ne touche pas aux intérêts de ceux qui les élèvent au pouvoir, est-ce qu'ils vont faire des réformes qui gênent leurs intérêts? Parce que moi je peux avoir une politique mais qui impose des réformes. D'abord je ne suis pas au pouvoir pour appliquer ces réformes qui sont nécessaires pour redresser pas l'économie, mais l'État congolais qui doit tirer l'économie. D'où en fait, quand les FMI viennent, c'est pour sortir l'État de la faillite. Généralement les gens disent, ah, est-ce que les FMI, ça développe un pays ou à non. Les FMI ne viennent pas développer votre pays. Les FMI d'abord ne viennent que pour un pays qui est sous les lits d'hôpital. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais sauf qu'on ne veut pas aller à l'hôpital. Les FMI viennent à votre chevet pour vous aider à sortir de cet état de maladie. C'est après que vous soyez soigné que vous allez vous organiser. Et d'ailleurs, puisque vous serez soigné par les FMI, les bailleurs de fonds peuvent venir en disant de ce type, ce qu'on va lui donner, il ne va pas gaspiller par la santé mauvaise, par la mauvaise gestion. C'est alors que les bailleurs de fonds viennent, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient la Banque mondiale ou des investisseurs, ils viennent, grâce à cet assainissement, à l'amélioration de la transparence dans la gestion des dépenses, dans la collecte des recettes, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, les premiers programmes, ce sera un programme d'assainissement des finances publiques, mais avec des réformes qui impliquent qu'on soit dans la transparence quant à la manière de faire rentrer les recettes et le circuit des financements de dépenses, et comment on obtient que la production et l'exportation des puits, on ne parle que du puits, parce que c'est ça qui concourt à plus de 90% à nos recettes d'exploitation. Comment faire que ces rentrées aient lieu? Comment nous signons le contrat minier sans le brader et que, en cédant les actifs miniers, qu'on ait suffisamment d'argent au point qu'on aura plus à s'endetter, ou on aura à s'endetter pour améliorer notre capacité d'investissement. Donc c'est ça en fait, un programme rapide. Mais je pense que nous aurons le temps d'en parler. Tu sais qu'il est en train de faire son niveau secret.
il dit que plutôt FCC Cash, comme cadre institutionnel, comme superstructure, ne lui a pas permis d'aller vers le bonheur du peuple, mais que grâce au fait que son cadre nouveau qui relève de lui, à savoir l'union sacrée, lui permettra d'obtenir des résultats en termes de bien-être social. Nous verrons dans le cadre de ces séminaires qu'il a déjà promulgué le budget 2021. J'espère que je ne me trompe pas. Le budget 2021 a été promulgué par le président. Et ce budget-là a un cadre triennal de 3 ans, et le budget 2021 et le cadre de 2022-2023 qui indique qu'on est en face d'un échec programmé. Donc, si l'héritage est celui-là, je présume, quels que soient les cadres auxquels je ne crois d'ailleurs pas, à savoir l'union sacrée, l'échec est là, il est évident. Et nous aurons le temps de le décortiquer. Vous allez voir les cadrages, quels sont les objectifs de croissance, quelle est l'augmentation du budget en 2020, plutôt 2021 par rapport à 2020, en 2022, 2023. Quel est le niveau du budget, quelle est la part réservée et potentielle à l'investissement. Cet investissement, pour autant qu'on aura mobilisé les réserves, si vous commencez l'investissement aujourd'hui, il faut attendre 5 ans pour que ça commence à donner le résultat. Si vous commencez la route aujourd'hui, la route du numéro 1, celle qui désenclave le Kasaï et l'ensemble du pays, du moins de l'ouest à l'est, plutôt de l'ouest au sud, ainsi que les autres routes numéro 2 et numéro 3, je doute fort qu'il ait un budget pour ça, ni le temps pour réaliser ça. Donc, pour dire qu'il n'y a pas un programme conjoncturel qui tient la peine, sauf des réformes qui permettent de redresser la situation de l'État et non pas commencer le développement du pays, de mon point de vue. Ça peut donner de l'espoir et de l'horizon. Encore faut-il faut-il convaincre le peuple par rapport à cet objectif pour des redressements de l'État et non pas des résultats en termes de création d'emplois comme ils le font à l'heure du jour. Jamais je doute fort qu'ils soient en vue de redresser, d'améliorer le bien-être de la population. Moi non plus, je ne crois pas pour l'instant, même si nous étions au pouvoir, même si nous avions fait une réforme parce que fort de la légitimité populaire, mais en 3 ans, ce qu'il y a, c'est donner un horizon, un certain avenir, donner de l'espoir au peuple et non pas avoir de résultats en termes d'output, de création d'emplois, etc. Souvenez-vous que Tshisekedi a promis de faire un taux de croissance de 25% là. Il est autour de 1,2. Je pense qu'il sera dans le négatif pour le mois à venir. Il a promis une pression fiscale, un prélèvement des impôts sur le PIB de 25%. Il a été l'année passée autour de 6%. Moins du quart. Et il promet pour 2021 de faire une pression inférieure à 10%. Donc moins de la moitié de ce qu'il a promis. C'est-à-dire qu'il aura un niveau de prélèvement fiscal, un niveau d'impôt qui sera faible et donc il ne pourra rien financer. Il ne pourra pas augmenter les salaires des agents, il ne pourra pas payer suffisamment aux provinces, ou en payant aux provinces, puisqu'il le fait, en payant l'enseignement. Il n'aura pas dégagé de quoi couvrir les besoins d'investissement des provinces et ainsi de suite. Donc c'est les chaos à venir. C'est vraiment déjà programmé par lui-même d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'un esprit humain ne reçoit qu'une chose à la fois. C'est mon métier. Si je viens pour enseigner ce chapitre, je l'enseigne, je le permets. Si j'enseigne beaucoup de choses à la fois, il peut y avoir un emploi. Vous avez posé des questions peu détaillées. Je ne crois pas que ce soit l'objet de cette séance. De savoir quel type de décentralisation juridique. Vous êtes entré en détail. Aujourd'hui, moi j'ai limité mon exposé à savoir pourquoi nous sommes de nouvelles équipes. Nous pouvions être d'un autre parti. Qu'est-ce qui nous a déterminés? Et j'ai voulu vous convaincre que la différence nécessitait qu'on ait un parti. Non seulement parce qu'elle est importante, parce qu'il a tenté au Palou, il a tenté avec AMP Kabila, ça n'a pas marché. La preuve, c'est quand il est parti, je vais vous aider. Tout est tombé. Je vais vous aider. Donc voilà le message. Sur ces points précis-là, quand vous dites, vous avez beaucoup insisté, il faut que les camarades sachent. J'ai dit, vous y doivent beaucoup tenter avec le Palou et l'AMP, il n'a pas compris, il n'a pas obtenu. C'est important. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi j'ai quitté les Palous, pourquoi les Palous m'ont chassé. Entendez ça bien parce qu'en tant que nouvelle là, la population doit savoir. Pas
pas eu des problèmes personnels avec Kabila. Je n'ai pas quitté Kabila ni avec Gizé. Je n'ai pas quitté Kabila par le simple colibé ou par le souci des positionnements. Non. J'ai commencé avec la fronde au palais. Et ça a commencé avec les ateliers que j'ai organisés pour, je crois, le 50e anniversaire. Pour faire un état des lieux, dégager l'évolution. On a appelé tout le monde, PPRD, UDPS, MLC, les experts, tout le monde est venu. Donc j'étais le modérateur. Moi-même, j'avais exposé. Je trouvais que les résultats réalisés par vos gouvernements sont en train d'être sabordés par le régime de Kabila. Ils ont fermé les portes au système financier international parce qu'ils ont voulu travailler dans l'opacité. Ils ne voulaient pas être témoins gênants qui regardent comment ils aliènent les actifs miniers. Comment ils gèrent les ressources financières de l'État. Et ils les ont mal gérés, ils ont bradé les actifs miniers. Au lieu d'aller à la hausse, d'augmenter, même de quadrupler le budget, on serait parti de 3 milliards déjà à cette époque-là, pendant les 5 années, par exemple, à 7-8 milliards en ressources, voire 10 milliards en ressources. Parce que moi, j'ai quadruplé. Pourquoi ils ne pouvaient pas doubler? Ils ont augmenté de 50% le budget. À la fin du mandat du quinquennat qui a succédé au mieux, les réserves d'échange ont été bouffées alors qu'elles devaient augmenter jusqu'à 3-4 milliards, puisque la production minière a augmenté. Le pays devait s'endetter. L'endettement est une source d'enrichissement. Pourvu que ce que vous empruntez rapporte plus que ce que ça vous coûte. Pourvu que vous vous endettiez pour une activité qui a une incidence sur la croissance ou sur la production avec laquelle vous allez rembourser. Surtout si au départ vous n'êtes pas très endetté, ce qui est le cas au Congo. Nous étions un pays pauvre, très endetté. Avec moi, on est devenu un pays pauvre et non endetté. Un pays pauvre ne peut pas être endetté puisque les pays riches sont très endettés. Les États-Unis ont aujourd'hui une dette qui est de plus de 100% de leur pays. La France, toutes les puissances aujourd'hui se sont développées avec l'emprunt qu'ils ont prélevé chez les pays étrangers, mais aussi dans leur système financier. Mais ils ont remboursé avec les recettes budgétaires qu'ils ont augmentées puisque la production a augmenté grâce aux infrastructures. Nous avons mobilisé du crédit auprès des Chinois pour qu'on finance des infrastructures. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont... Nous allons parler, si pas à ces séminaires, mais d'autres, pour montrer ici combien où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec les 6 milliards qu'ils ont mobilisés à notre profit. Combien sont allés pour le développement des mines, combien sont allés pour les infrastructures et où on en est. Pourtant, Sikomi a continué à prospérer. Nous, on n'a toujours pas d'infrastructure. On n'a toujours pas les dividendes qui auraient financé la construction de ces infrastructures. Mais parce qu'on ne nous a pas prêté l'argent pour ça, au moins l'argent avec lequel nous comptions rembourser le financement des infrastructures, et là est censé rentrer au trésor public. Est-ce que les programmes des infrastructures, grâce à Chino, soit à l'emprunt qu'il aurait aidé à avoir, ou soit au surplus qui généré avec lequel il a. Où est cet argent-là? Moi, je pensais que le pays était en train de sombrer, et il était réellement en train de sombrer. Parce que toutes les augmentations salariales que j'ai n'ont pas augmenté, au contraire, ils ont baissé. Il fallait qu'on corrige. Donc j'étais en divergence. Je l'ai dit dans ces ateliers, je l'ai répété plusieurs fois. Aujourd'hui, on est à 26 crédits. Je suis le seul qui écrit et qui chiffre mes analyses. D'abord, on n'ose pas rentrer dans ces débats, parce qu'on sait qu'on n'en a pas les armes. Donc, c'est très important quand le prof dit musique doit essayer. J'ai essayé en accordant la contradiction au palais et en espérant que les autres vont relayer au PPRD. Au contraire, ce qu'on a trouvé, c'était instrumentaliser le palais pour le phagocyter et obliger. En fait, on voulait casser le palais, malheureusement. Oui, le palais, on l'a cassé, mais moi, je suis sorti par la fenêtre et à ma manière. Voilà pourquoi je suis resté dans les conditions. Donc, je n'ai jamais eu de problèmes personnels, j'ai eu des divergences de fond. Je suis parti de là parce que j'ai apporté la contradiction pertinente qui s'est justifiée, contre laquelle ils se sont érigés. Très important. Peut-être que je peux répondre les ralentissements de l'activité économique. Mais par rapport à la sujet, est-ce que nous ne risquons pas d'embrouiller parce que ce n'est pas, je ne sais pas répondre quelle est la différence, maître.
entre un ralentissement et une crise. Hein, non, ce n'est pas. Sauf que ce n'est pas logique. D'abord, je n'en ai pas parlé. Je n'ai fini le bilan de M. Mouzito, parce que c'est plus grand que ça. J'ai voulu démontrer le lien qu'il y a entre les élections de M. Gizeng et de Palou, qui savaient que notre pouvoir vient du peuple et qui se sont comportés pour conquérir le pouvoir la prochaine fois. Ce n'était pas le bilan, c'était qu'un exemple de dire si nous menons un combat de la vérité des urnes, parce que les conséquences est que les gens élus se sentent redevables. La preuve est, c'est ce qui s'est passé en 2006. Mais c'est pas tout le monde, comme il le dit. Dès qu'il a quitté, ceux qui étaient avec lui, qui avaient eu le pouvoir autrement que par le peuple, sont restés faire ce qu'ils ont fait. Et en 2018, le peuple les a sanctionnés parce qu'ils ne se sentaient plus redevables. Donc, n'ayant pas fait le bilan de M. Mouzito avec les autres, et encore moins parler de la différence entre un ralentissement économique et une crise, si M. Mouzito commence à vous expliquer qu'est-ce que c'est, je crains qu'on embrouille l'esprit. Moi, je pensais que le message est passé quand le secrétaire permanent Jean a dit c'est bon, mais nous allons amener le peuple et les dirigeants à ce niveau-là. Comment? J'ai aimé le collègue syndical, c'est lui qui a parlé derrière. Ah. Il a dit multiplions ces genres de travaux même en sorte d'atelier. Donc voilà, là ça me donne l'impression que notre message est passé. Nous sommes bien différents des autres. Faudrait-il que M. Mouzito recommence à rentrer dans un autre groupe ce qu'il n'a pas réussi à faire avant, qu'il rentre dans un autre groupe pour dire de l'intérieur je vais imposer mes idées? Bon, nous sommes ici pour analyser. Bon, quand on va arriver à des sujets aussi importants dont vous voulez qu'on parle, la décentralisation de ce type, par exemple, comme M. Mouzito dit, on a rétrocédé. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la loi sur la décentralisation qu'il a initiée lui-même dit clairement que le compte des ETD sont différents. Donc cet argent payé aux enseignants ne devait pas sortir du compte du gouvernement central. Devrait être d'abord dans le compte des ETD. Parce que la loi qu'il a fait voter lui-même dit que leurs comptes sont différents. C'est le combat que j'ai eu avec le gouverneur Katoum. Il dit, je rétrocède, voilà ce que je fais de dire. Je ne dis pas non. Sauf que la loi dit que les comptes sont différents. Ce n'est pas, par exemple, je donnais toujours un exemple au Katanga pour dire que M. Katumbi est dans le tort. Je disais, je viens à Kinshasa. Un enfant a des parents à Lubumbashi. J'arrive à Lubumbashi avec l'argent, $700 qu'un enfant a envoyé à son père. J'achète une chemise à son père. Et puis 2 jours après, j'achète des souliers à son père. Et puis on dit, mais l'argent que vous avez donné pour lui, je dis, mais demandez-lui, je lui ai acheté une chemise. Je lui ai acheté un soulier. Non. Je pense. Non, prof, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui que la rétrocession n'est pas faite. J'insiste beaucoup, vous, Nouvel Élan, c'est une rare occasion où nous nous trouvons pour discuter. Vous faites trop de bruit, vous n'avez pas beaucoup d'occasion de discuter. Vous faites une autre, vous n'avez pas beaucoup d'occasion d'échanger. Chacun de nous a une intelligence, une expertise, une connaissance. Mettre ça ensemble, discuter.
Alors quand on a les rares occasions de discuter, et entre nous dans le cas du parti, mais entre nous comme Congolais, il faut quand même se taire pour qu'on parte d'ici plus ou moins, non pas avec les mêmes idées, parce que chacun a sa compréhension, mais qu'on les mette à plus ou moins la même, qu'on ait les mêmes niveaux d'information. Alors, je voudrais insister sur le fait que le point du point de vue de la légalité a raison. Et il ne peut pas en être autrement. Donc, ce que nous avons fait, moi j'ai rétrocédé. Peut-être pas les 100%. Vous avez rétrocédé 10, sachez bien, si je faisais le bilan même, il a rétrocédé $10 000 par ETD et par mois en moyenne. ETD, il faut expliquer c'est quoi parce que nous communiquons. Ce sont les chefferies et les secteurs, les communes. Donc, communes rurales. En moyenne, $10 000 par ETD et par mois. À l'époque, je ne sais pas combien on rétrocède. Et ça, c'était envoyé comme rétrocession au gouverneur. Sauf que le gouverneur, tous, quand il m'a appelé à l'hôtel Quimpex, ou comment on l'appelle maintenant, l'hôtel du fleuve. Oui, attendez, vous allez commenter après. À l'époque, quand il m'a appelé pour parler de ça, j'ai convaincu Kishambo, qui était la gouverneure. Je crois que vous étiez là, il y avait M. Paloukou qui était gouverneur. Sauf que les deux ne m'en voulaient pas, mais d'autres gouverneurs m'en voulaient. Moi ayant été élu, à l'époque j'étais député, ayant été élu comme par les ETD. Ce sont les chefferies, les secteurs des Kabongo qui m'ont élu comme député. Alors il se souvient quand il était Premier ministre, on ne se connaissait pas. Il sait que je suis venu le voir à la tête de la délégation, tous les députés de ma province du Haut-Lomami, pour lui demander ça. Et des routes. Maintenant, lui, il dit, j'ai envoyé au gouverneur, sauf que le gouverneur... Alors, je me suis tourné vers le gouverneur. C'est comme je vais donner un exemple. Un papa demande à son fils, mais je vous ai demandé de l'argent, il dit, j'ai donné au professeur Kassongo. La femme va se tourner vers... son père va se tourner vers moi. Professeur, mon fils dit qu'il vous a donné $500. Moi, je dis, oui, papa, c'est pourquoi je vous ai acheté cette chemise là. Vous voyez. Donc, quand lui a donné au gouverneur, et je suis allé à la Cour de compte, j'ai vu qu'effectivement, c'est arrivé chez le gouverneur. Maintenant, je me suis tourné vers le gouverneur. Vous voyez, il nous montre tout ce qu'il a acheté, des camionnettes pour le cantonnage manuel. J'ai dit non, la loi ne dit pas ça. La loi dit que les comptes sont séparés. Évidemment, Christian Mwando m'a répondu, professeur, comme il n'y a pas encore d'élection au niveau des communes et des autres, ils n'ont pas encore de comptes. Tout ça sont des choses que nous allons étudier, parce que Christian Mwando était ministre des Finances quand je l'ai vu, à Lubumbashi là. Je lui ai dit, où est l'argent? Il m'a dit, on va donner. Tu m'as dit, les ETD. Parce que la loi dit, il dit, mais on n'a pas encore voté. Bon, on a discuté, parce que c'est une façon. La loi dit que les institutions élues ne sont remplacées que par les autres. Or, sous Mobutu, on avait élu quand même les conseillers communaux, les conseillers à la base. Ils n'ont jamais été remplacés par d'autres. Si on veut vraiment le servir, ça c'est un débat qu'on peut faire ici. On peut dire, bon, à partir de... D'ailleurs, c'est la thèse que Gizenga a toujours demandé pour entrer dans la légalité. Nous qui avions été élus en 60, que nous soyons réhabilités pour soit coopter, soit... Donc moi, j'ai dit à Christian, mais il y a eu des conseillers qui ont été élus, je crois, en 67 ou quoi. Personne ne les a remplacés. Donc si vous vouliez donner, vous pouviez donner. Bon, donc ça c'est notre débat. Mais les fonds, faisons attention pour dire, mais tiens, il est possible pour certaines provinces, les 40% ne suffisent même pas pour payer l'enseignement. Alors, ne suffisent même pas pour payer la santé. Et toutes ces personnes, les salaires, sans compter les investissements, les intrants scolaires, les équipements scolaires, sans compter les hôpitaux, les écoles. Vous comprenez? Et donc, les 40%, alors les 40% des 3,5 milliards, c'est tellement bas que ce ne sera pas assez pour que les provinces, avec la rétrocession qui doit devenir non seulement effective, mais légale aussi, nous ne serons pas dans les comptes, c'est ça.
Deuxièmement, nous, Nouvel-Élan, nous allons insister sur le fait que les provinces doivent collecter la recette qui relève de leurs compétences. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Allez à l'hôtel de ville, ils doivent mobiliser 100 ou 150 millions de dollars comme recette de vignettes, recette d'impôts fonciers, recette d'impôts sur les revenus locaux, ils ne collectent que 20 ou 30%. L'hôtel de ville se plaint plus de ce que la rétrocession n'est pas faite, alors qu'elle est faite parce que c'est l'État qui paye les enseignants de la ville. C'est l'hôtel de ville qui devait payer si on le rétrocédait cet argent. Mais l'État le paye, tout va là-bas. La province, au lieu de se plaindre de ça, il faut qu'elle se plaigne, mais pas seulement de ça, elle doit se plaindre d'elle-même de fait qu'elle ne collecte que 20% de l'argent qui aurait pu lui permettre de commencer à payer les salaires des ministres, au lieu de pleurnicher, de commencer à payer les députés. Donc il y a un double débat à organiser pour que les provinces aient une certaine survie, sinon c'est des cimetières. Mais elles attribuent cette situation au pouvoir central et elles oublient leurs propres responsabilités parce qu'il n'y a aucun mécanisme de contrôle de la part des gens d'en haut, moins encore des gens d'en bas, c'est-à-dire nous, Nouvel-Élan, on doit faire la différence dans la compréhension de cette question. Décentralisation effective en termes de pouvoir politique, faire que les provinces gèrent les enseignements, les enseignants à l'école primaire et les écoles, les hôpitaux, et ainsi de suite, gèrent l'agriculture. Ce n'est pas un projet du pouvoir central, c'est un projet de la province de Bandundu et de Kinshasa, et éventuellement au Liba-Congo en partie. Donc, cette question, nous devons bien l'analyser. Sinon, nous allons rentrer dans le cafouillage comme les autres. C'est très important, j'insiste sur le fait que les profs ont raison sur les fonds, plutôt sur la forme. Mais sur le fond, si réellement le gouvernement provincial a rétrocédé, ce qui n'est pas le cas, mais s'il avait rétrocédé, on pouvait dire, bon, vous avez quand même rétrocédé, mais ce n'est pas dans la forme. Et il faut respecter la forme, parce que c'est la forme qui sécurise les droits. Et aussi, on peut dire qu'on a donné aux provinces, on a dépensé pour compte des provinces plus qu'elles ne méritaient. Si nous faisons cette analyse des différentes dépenses de l'État, parce que si l'État, après avoir dépensé pour les provinces, devait faire le reste, ce serait aux dépenses de son propre budget, c'est-à-dire les 60% restants, pour ne pas dire les 50% parce qu'il y a les fonds de péréquation. C'est très important. Et on a tendance à infantiliser les provinces en ne regardant pas le fait qu'elles n'ont collecte pas les propres argent et qu'elles pleurnichent pour payer son personnel politique, qu'elles pleurnichent sur les comptes, sur la rétrocession auprès du pouvoir central. Nous devons être vigilants. En étant vigilants vis-à-vis des provinces, ça ne doit pas innocenter le pouvoir central de rendre compte quant à la rétrocession à la manière de la faire. Voilà. Je voudrais ajouter un élément. Attendez, je voudrais ajouter un élément important. Monsieur le Premier ministre a dit, c'est une question qui mérite la profondeur, l'incapacité des provinces à collecter. Maître Ernon, merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Je pense que ça mérite, comme dit le Premier ministre. Prenons notre province la plus petite en dimension, c'est le Congo central à 54 000 km². C'est le double du Rwanda. Le Rwanda a 26 000 km². Comment expliquer que nos provinces, qui sont plus larges que la Côte d'Ivoire, que le Sénégal, n'arrivent même pas à faire 200 000 dollars. 200 millions. 200 millions de dollars. Là où les autres ont 5 milliards. Comment il nous appartiendra, tous les cerveaux qui sont ici, allez y penser. Pourquoi ils ne parviennent pas? S'ils disent c'est tel problème, mais qui nous bloque, ça on va le dire. Par exemple, aux États-Unis, rien que la Californie, son budget, ses réserves dépassent la France. Pourquoi nous, avec des provinces qui sont le double, triple des pays, et ces gens sont incapables. Un jour, oui, c'est ça que c'est un débat que vous. Non, je voudrais que vous allez y penser, mais parce que vous n'y pensez pas. Il ne faut pas faire ça. Je me dis, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Je dis que je viens de découvrir que c'est parce que je le discute souvent avec le Premier ministre. Je l'avais posé au gouverneur de la province du Congo central et un autre gouverneur au palais du peuple. Pouvez-vous expliquer, malgré les dimensions que vous avez, plus que le Burundi, Rwanda, vous n'êtes pas capable de mobiliser même $1 milliard. Donc, c'est un débat important, comme vous dites, monsieur le camarade Le Boto,
allez y penser parce que je n'ai pas de solution. Moi, je n'ai aucune réponse. J'ai insisté seulement que ça me semble important, comme il l'a dit, que nos provinces soient capables de mobiliser des fonds au lieu de regarder seulement le gouvernement central. Merci beaucoup, cher camarade. Pourquoi il était normal que nous puissions organiser, nous, Nouvel Élan, ces séminaires idéologiques pour essayer de parler, de discuter avec le camarade autour de questions idéologiques. Évidemment qu'on ne pouvait pas, en tout cas, finir ces séminaires sans faire un crochet sur la situation politique du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu de commencer sur les questions essentiellement idéologiques, l'initiateur du parti a estimé nécessaire de commencer d'abord par l'évaluation de la situation politique. L'évaluation, c'est de constater que nous avons des dirigeants, premièrement, qui ne reflètent pas la volonté du peuple. Les dirigeants qui actuellement dirigent notre pays, ils sont là contre la volonté du souverain primaire et malheureusement, puisqu'ils y sont, ils sont là sans la volonté du souverain primaire, ils gèrent sans avoir en tête la volonté ou le besoin de ce peuple, ce qui justifie la situation calamiteuse, la situation économique que nous traversons actuellement, d'où la nécessité de nous en tant que Nouvel Élan d'abord et surtout de tout un peuple de prendre conscience de cette situation de manière à réparer dans l'avenir. Il a bien évidemment précisé le combat de la Mouka, puisque en tant que Nouvel Élan, nous faisons partie de cette grande plateforme politique. La Mouka, si nous exigeons les réformes, c'est notamment pour essayer de réparer cet état de choses. Donc voilà l'évaluation que nous avions essayé de faire de la situation politique actuelle. Non, le thème, on a parlé de la situation, de l'évaluation de la situation politique de notre pays. Nous allons faire l'esquisse du projet des sociétés de Nouvel Élan. Nous allons également parler de l'idéologie, débattre autour de l'idéologie de notre parti politique, puisque, comme vous le savez, Nouvel Élan, nous sommes inscrits dans le combat de la bonne gouvernance. C'est vrai, en tant que citoyens, nous poursuivons aussi les combats de la libération et de la démocratisation, parce que ça n'a pas été achevé par le père fondateur, mais nous, notre cheval de bataille en tant que parti politique, c'est la bonne gouvernance. Prochaine étape, c'est demain déjà, demain dimanche, et nous serons ici chaque week-end jusqu'au 14 février. Et Azalaki Premier ministre, je sais que vous avez une ambition, vous avez plus l'air de la présidente de la République. Mais c'est vrai que en tant que politique, arbitrage, TP, concession, et ça, toujours, tant que tu as veille, il y a mon boka Adolphe Mozito, à couiller, ma kota, les sadaïs, ils ont ambition, et ce qui nécessite, les alliés, tu peux que ça, là, au concession, arbitrage, pour la kota, là, ceux qui, et c'est une solo, bisoto, la présidente de la République, pour la motomosusu, azala, nabiso, tope, biso, c'est une chose, motomosusu, pour être motoana, la candidat. Donc, moi, sur ma base a été, et que vous allez débattu, et que vous allez, en tout cas, discuter, tant que vous avez un moment où on a pensé, mais si Azali, naturellement, candidat, na présidentielle, pour la maponami, et que ya, na Nicolas Mizali, que ya.